Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christelle Bory, la présidente du conseil d'administration d'Eramet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Je voulais qu'on parle de l'environnement d'Eramet. Il y a plein de choses à raconter évidemment, mais je voyais que les prix de vente au premier trimestre pour le nickel et le lithium avaient baissé. Je me dis que l'environnement de marché est pas facile, non ? Alors l'environnement de marché n'est effectivement pas facile, hein. On est en bas de cycle pour les métaux. C'est une demande, vous voyez quel est l'état de l'économie mondiale, donc la demande est assez atone, et notamment en Chine, qui est en fait le gros, je dirais, driver de la consommation des matières premières dans le monde. La Chine a ralenti beaucoup sur les infrastructures, sur l'immobilier essentiellement, hein. Et donc c'est moins de consommation. Le prix de tous les métaux aujourd'hui. Le prix de tous les métaux est affecté. Tous les métaux sont au plus bas actuellement, hein. Le cuivre est remonté. Le cuivre n'est pas si haut que ça. Il a remonté un petit peu. Ouais, mais enfin, pour le cuivre, on pourrait imaginer. Le cuivre est probablement le métal le plus en tension pour la transition énergétique dans le futur. Donc, on disait que le cuivre allait exploser parce qu'on allait manquer de cuivre. La réalité, c'est qu'avec 10 000 $ par tonne, il n'y a pas forcément énormément de nouveaux gisements qui vont être rentables. Donc tous les métaux stratégiques, tous les métaux critiques aujourd'hui sont en bas de cycle avec des prix qui sont, je ne me rends pas compte, au plus bas depuis, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Alors en fait, on ne peut pas raisonner in abstracto parce que quand on a eu, par exemple, au moment du Covid, on pouvait avoir des prix qui étaient potentiellement plus bas, mais à ce moment-là, on avait aussi un pétrole, vous venez de parler du pétrole, on avait un pétrole qui était plutôt à 20 ou 30 $ le baril. Aujourd'hui, on est à 75. Donc en fait, il faut regarder l'ensemble des facteurs et qui sont donc les facteurs entrants, je dirais, dans l'économie des coûts pour les matières premières. Et quand on regarde ça, on est à un niveau qui est en dessous du niveau du Covid. Donc on est à un niveau très bas. Et dans ce contexte, encore une fois, et c'est votre œuvre aussi, Eramet résiste mieux alors que le marché des métaux est en bas de cycle. Il y a quelques années, je crois que les profits étaient proches de 0 ou 0 plus. Alors, effectivement, on a fait un petit calcul. Quels auraient été, en fait, les profits d'Eramet à, je dirais, portefeuille et performance existantes en 2024 si on était resté avec le même portefeuille et la même performance qu'en 2018. Et en 2024, on aurait eu un EBITDA de 140 millions d'euros, alors qu'on a 814. Donc, on voit que la différence a été majeure. Il y a eu quasiment 700 millions de création, je dirais, de valeur intrinsèque liée à la transformation du groupe pendant toutes ces années, à la fois un repositionnement stratégique, managérial, opérationnel, je dirais, avec un accroissement de la performance, et puis évidemment aussi un repositionnement sociétal qui est très important dans nos métiers. C'est ça, votre œuvre, votre bilan, c'est d'avoir recentré Eramet sur les mines, c'est ça le grand Absolument. changement. Alors, à la fois, je dirais c'est une triple transformation. Il y a effectivement une grosse transformation stratégique en termes de portefeuille. Recentrage sur les mines, qui était la vraie richesse du groupe, hein. Toutes les mines d'Eramet sont dans le premier quartile de la courbe de coût. Il n'y a pas beaucoup de mineurs qui peuvent se targuer de ça. Elles sont toutes avec un fort potentiel de croissance, parce qu'en fait, elles ont été assez sous-exploitées. Sur la période, on a ouvert 2 énormes nouveaux gisements. Un en Indonésie pour le nickel, qui est la plus grosse mine de nickel au monde. Un en Argentine pour le lithium, qui est un des plus gros gisements au monde. Et ces mines, ces gisements sont encore en pleine croissance. Et puis on a fait de notre mine de manganèse au Gabon aussi, on a doublé sa taille, donc qui est devenue le plus gros gisement de manganèse au monde. 15% de la production mondiale. Donc en Indonésie, le nickel, Weda Bay fait 15% aussi de la production mondiale de nickel. Donc ce sont des très gros acteurs. Eramet avait ça dans son portefeuille. Il fallait le développer, lui donner son plein potentiel, et c'est ce que j'ai fait. Et puis dans le même temps, effectivement, on a désinvesti de la transformation des métaux, donc des activités qui étaient d'ailleurs beaucoup en France, hein, Aubert-et-Duval, Erastille, Sandouville, qui ont été désinvesties. Donc un changement assez majeur de portefeuille. Christelle Bory, vous parlez du Gabon. Expliquez-nous un peu vos difficultés au Gabon, et est-ce qu'elles sont surtout transitoires ou durables? Alors, que le Gabon voulait en fait retrouver d'ici 2029
finalement une forme de souveraineté aussi sur ses exportations? Alors le Gabon a annoncé qu'il ne voulait plus exporter du minerai brut ou concentré. À partir de 29. À partir du 1er janvier 2029 et qui voulait le transformer sur place. Donc il y a beaucoup de challenges liés à ça et donc on a pris acte de cette volonté. Et ça ne vous sort pas du jeu? Alors, ça ne nous sort pas du jeu. On est extracteur et donc on a effectivement une position qui est très forte au Gabon et très forte dans le monde du manganèse. Transformer l'ensemble de la production de manganèse du Gabon sur place, c'est un petit pays, 2 millions d'habitants, hein. Donc ça suppose une augmentation des infrastructures énergétiques, de transport, etc., majeure, massive, énorme. Ça reviendrait à mettre 2 fois la capacité de transformation de l'Europe au Gabon. Ah oui. Donc il faut qu'on regarde avec les autorités. Bien sûr, nous allons coopérer. Hein, nous l'avons toujours fait pour essayer de faire le plus possible au Gabon et avec notre partenaire gabonais. Mais c'est vrai que les enjeux liés, ce qui a fait dire à certains analystes que c'était irréaliste. Et effectivement, il y a quand même de gros enjeux de faisabilité pour arriver à le faire dans le temps imparti. Vous êtes inquiet ou pas pour vous, pour Eramet? Il faut que la transformation, elle doit être rentable. Nous, on fait de la transformation du manganèse, on en fait en Norvège, on a trois usines en Norvège, on en a une aux États-Unis, on en a une petite dans le nord de la France. Il faut avoir beaucoup d'énergie, pas chère et verte. C'est ce qu'on a avec l'hydroélectricité en Norvège, c'est ce qu'on a avec le nucléaire en France. On a d'ailleurs une usine au Gabon avec de l'hydroélectricité. Donc il faut de l'énergie en quantité abondante, pas chère, verte. C'est votre cahier des charges. Il faut arriver, c'est donc le cahier des charges que l'on donne. Donc, si ce sont vos standards. Hein. Exactement. Donc, si on arrive à avoir ça, il se peut qu'une transformation locale puisse être rentable. Et si on n'y arrive pas, je pense que le Gabon lui-même n'a pas intérêt à se tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, il génère énormément de valeur par l'exportation du minerai. On paye beaucoup d'impôts, beaucoup de dividendes. L'État gabonais est lui-même donc actionnaire à près de 30% de notre filiale. Donc, il retire beaucoup aujourd'hui de création de valeur liée à cette exportation. Donc, il faudra qu'il fasse ses calculs, de voir qu'est-ce qui est le plus rentable pour le pays. De continuer à exporter ou de transformer plus et nous l'aiderons à faire ces arbitrages. Christelle Bory, on parle aussi de l'Argentine. Vous avez réalisé vos premières ventes de carbonate de lithium, donc produit dans votre usine en Argentine. On sent que c'est un motif, à juste titre d'ailleurs, de satisfaction. Hein. Alors ça, c'est un beau motif de satisfaction. D'abord, c'est une première industrielle. Il faut expliquer. Alors oui, exactement. Donc nous avons pour le commun des mortels. Hein. Nous avons un procédé qui est dit un procédé d'extraction directe, hein, le lithium que l'on extrait lithium, pardon, je coupe, qui sert pour les batteries électriques notamment. Voilà, donc on parle de batteries lithium-ion. Ouais. D'ailleurs, que ce soit des batteries dites LFP, lithium fer phosphate, qui sont aujourd'hui les batteries qui sont en croissance en Chine, ou les batteries dites NMC, nickel, manganèse, cobalt, elles ont toutes du lithium et elles ont toutes une quantité importante de lithium. Donc le lithium est nécessaire au stockage de l'énergie et donc ce lithium en Argentine, il est extrait à partir de saumure qui se trouve donc dans les salars. Donc on pompe cette saumure et la méthode traditionnelle, qui est d'ailleurs beaucoup utilisée au Chili et aussi en Argentine, c'est une méthode d'évaporation directe. Donc c'est la méthode des marais salants. Vous pompez, vous mettez ça dans des grands bassins, vous faites évaporer l'eau et puis vous traitez le sel restant dans lequel il y a du lithium. Le problème de ce procédé, c'est qu'il est énormément consommateur de la ressource en eau, parce qu'on fait évaporer toute cette eau, et puis il a un rendement assez faible, entre 50 et 60% de rendement, c'est-à-dire que vous n'arrivez à récupérer que 50 ou 60% de ce que vous avez extrait en lithium. Notre procédé d'extraction directe, c'est un procédé qui extrait la saumure, le fait passer dans des granulés, dans des colonnes, donc c'est un procédé hydrométallurgique, et qui absorbe le lithium de la saumure, et la saumure est remise dans le salar
dépourvu de son lithium. Et après, le lithium, il y a tout un procédé de raffinage qui se fait donc dans une usine sur place. On sort directement à 4000 mètres d'altitude du carbonate de lithium, qualité batterie, qui est vendu à des fabricants de batteries. Donc, ce procédé est un procédé, c'est la première fois dans le monde occidental, c'est la première fois au Chili ou en Argentine que ce procédé est utilisé à l'échelle industrielle et ça marche. Nous sommes contents de montrer que le procédé fonctionne. Nous sommes en train de monter l'usine à pleine capacité. Nous espérons donc être à pleine capacité au courant du second semestre de cette année. Ce sont des usines assez complexes, mais aujourd'hui le procédé marche et donc il est à la fois économe de la ressource en lithium et de la ressource en eau, donc plus responsable, je dirais écologiquement, avec beaucoup moins d'emprise au sol, puisque c'est une usine assez ramassée par rapport aux grandes emprises au sol de l'évaporation, et donc socialement et environnementalement, plus responsable. Du lithium en France, en Alsace, on en est où? Alors, en Alsace, on a aussi effectivement des saumures, mais beaucoup plus profonds. Donc, au Chili ou en Argentine, elles sont à peu près à 300 mètres. Donc, les puits sont assez faciles d'accès. Donc, en Alsace, c'est plutôt à 2 km, disons. Et aujourd'hui, il y a de l'extraction de ces saumures pour leur chaleur, puisqu'elles sont donc très profondes, donc elles sont chaudes. Et donc, aujourd'hui, on les extrait pour la géothermie. C'est ce que fait notre partenaire Électricité de Strasbourg. Aujourd'hui, ils extraient ces saumures pour la chaleur. Et donc, l'idée, c'est de dire ces saumures qui contiennent aussi du lithium, alors en quantité bien moindre que ce qu'on trouve en Argentine ou au Chili, mais comme elles sont déjà extraites pour leur chaleur, l'idée c'est donc, une fois qu'on a extrait la chaleur, d'extraire le lithium avant de réinjecter donc, la saumure dans le sol. Donc le procédé que nous avons mis au point, sur lequel nous avons des brevets qui marchent en Argentine, marche aussi sur les saumures alsaciennes. Maintenant, on est en phase de développement, je dirais, du modèle économique. Il faut trouver un modèle économique. Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir du lithium? Alors, il faut voir à quelle vitesse. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. On est plutôt sur la fin de la décennie, je dirais 2029. Avec quel potentiel? On ne va pas tendre vers l'autonomie stratégique avec, non, on va. Alors, de la France peut-être, de l'Europe. De l'Europe. C'est-à-dire que nous avons la capacité d'en faire, tout dépend le nombre de puits je parle en Alsace. qu'on sera autorisé à faire en Alsace. Mais il y a potentiellement le potentiel en Alsace de servir l'ensemble du marché français de véhicules, si tous les véhicules devenaient électriques. Donc, on pourrait avoir une autonomie de la France. Ce qu'il faut démontrer, c'est le modèle économique maintenant, parce que ça réclame une intensité capitalistique bien plus forte, puisque globalement, les saumures sont 2 à 3 fois moins concentrées qu'elles ne sont en Argentine. Donc, il faut une usine 2 à 3 fois plus grosse pour produire la même quantité de lithium. Donc, on est en train de travailler le modèle économique, mais en termes de ressources et de procédés techniques, je dirais, ça marche. Lithium donc, dont on se sert pour les voitures électriques. En même temps, le marché des autos, de la voiture, ne se développe pas aussi vite que prévu. C'est un frein aussi pour... Alors, ça, c'est, vous avez une vision très française ou européenne des choses. Mais même en Europe, le premier trimestre, on est sur des taux de croissance qui sont à 2 chiffres, proches de 20% en Europe. Pour les ventes de voitures électriques? Ventes de voitures électriques et hybrides, qui ont aussi des batteries, qui sont des batteries lithium sur ces voitures-là. Au niveau mondial, il faut quand même savoir qu'en 2024, une voiture sur 5 était électrique, 17 millions de véhicules vendus, qu'on estime qu'en 2025, une voiture sur 4 sera électrique, donc c'est plus 20% de croissance d'une année sur l'autre. En 2024, c'était plus 26% par rapport à 2023. Donc j'entendais fin 2024, le marché ne va pas si bien, plus 26%. Moi, j'aimerais bien avoir beaucoup de marchés qui font ça. Donc en fait, la voiture électrique dans le monde, et notamment en Chine, se porte très bien. Et en Chine, le taux de pénétration du véhicule électrique aujourd'hui est supérieur à 55%. Donc plus d'un véhicule sur 2 vendu en Chine est électrique. Et votre lithium est vendu à des constructeurs chinois. Et aujourd'hui, on vend notre carbonate de lithium à des constructeurs chinois parce que non seulement le véhicule électrique est très vendu en Chine, mais la Chine exporte des batteries et exporte des matériaux pour batteries. Aujourd'hui,
100% des batteries LFP dans le monde sont faites en Chine. Et les 2/3 des batteries que je disais NMC sont faites en Chine. Et le reste, c'est la Corée et un tout petit peu le Japon. Donc, en fait, c'est un marché aujourd'hui essentiellement asiatique. On a, je dirais, quelques pourcents qui sont faits en Europe aujourd'hui, donc au niveau des batteries, mais pas encore sur les matériaux pour alimenter ces batteries qui sont un monopole asiatique et essentiellement chinois. Est-ce qu'on peut dire qu'Eramet aujourd'hui, au travers de ce qu'on a dit sur le lithium, on a parlé lithium, on a parlé manganèse, on a parlé aussi nickel, non, on va pas parler encore du nickel, non. Mais est-ce que Eramet aujourd'hui est une importance stratégique pour la France ? Alors, Eramet est un des derniers, si ce n'est d'ailleurs dans les secteurs dits des métaux critiques, si j'exclus l'uranium, qui est un métier très spécifique, oui. On est le dernier mineur en Europe continentale. Donc, de ce point de vue-là, avoir Eramet en Europe est un avantage stratégique pour l'Europe. Et d'ailleurs, l'Europe le reconnaît bien. Hein. On est régulièrement donc, consulté et mêlé à toutes les réflexions stratégiques de l'Europe sur les matériaux critiques. Le gouvernement français, qui est d'ailleurs actionnaire d'Eramet à 27%, est en plein soutien du développement du groupe. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience réelle de l'intérêt stratégique d'Eramet pour l'Europe et pour la France notamment. Bon, maintenant, on sait que les minerais sont là où la nature les a mises, c'est-à-dire essentiellement hors d'Europe. Et d'ailleurs, les objectifs 2030 de l'Europe en matière... Extraire sur son sol 10% des métaux consommés d'ici... Ce qui est déjà ambitieux, puisqu'on en est loin, donc il faut déjà y arriver. Et puis, ça veut dire que 90% seront importés d'ailleurs. Donc là, les grands enjeux, c'est la sécurisation des approvisionnements. Exactement. Ouais. C'est de sécuriser les approvisionnements dans les pays dans lesquels on trouve ces métaux. Et là, avoir des entreprises européennes ou des entreprises alliées à l'Europe qui sont opératrices dans ces pays-là et qui détiennent des gisements est absolument important. Et ça, c'est tous les accords qui doivent se développer et qui sont en train de se développer. Diplomatie, qu'on appelle ça la diplomatie minérale. Diplomatie économique, diplomatie des matières premières, et il faut vraiment se dépêcher. D'ailleurs, le président Macron était en Indonésie il n'y a pas très longtemps. Oui. On a parlé nickel et matières premières. Il est allé au Groenland en allant au Canada. Il a mentionné les accords sur les matières premières. Et donc, je pense qu'il y a une vraie diplomatie qui se met en place sur ces pays qui ne sont ni Chine, ni, je dirais, États-Unis. Mais il faut se dépêcher, puisque la Chine, ça fait 20 ans qu'elle sécurise ses matières premières partout dans le monde. Et les États-Unis se sont rendus compte récemment qu'ils étaient très en retard. Et donc, on a vu Donald Trump avec ses méthodes... avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine, mais avec la RDC, donc la République démocratique du Congo. Il signe aujourd'hui en ce moment un deal, aide militaire contre matières premières au Congo. Il essaye de le faire avec des méthodes un peu plus agressives avec le Groenland. En tout cas, ils ont très bien compris qu'il fallait qu'ils rattrapent leur retard. On a compris ça en France, en Europe. Alors, on l'a compris en France, en Europe. On n'a pas les approvisionnements, encore une fois, en métaux critiques. On n'a pas les mêmes méthodes, donc il faut que on soit plus, je dirais, plus dynamique. Mais je pense que la France, là, a vraiment compris et est un peu fer de lance pour ces accords. La Commission européenne le fait aussi. Aujourd'hui, on a un commissaire en charge qui essaye de multiplier les accords bilatéraux avec l'Amérique latine, avec des pays comme l'Indonésie, avec certains pays africains. Avec des pays fiables. Ça, alors, des pays, en tout cas, est-ce qu'ils sont fiables ou pas, on n'en sait rien. Je pense que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui avec Trump a créé, en fait, ces pays-là ont réalisé qu'ils avaient une vraie arme. Plutôt que de vendre, je dirais, bêtement leurs matières premières sur le marché libre, ils ont réalisé qu'en fait, ils pouvaient obtenir en échange des choses, qu'ils avaient vraiment une arme géopolitique en ayant des matières premières critiques et qu'il fallait qu'ils jouent cette carte. Et cette carte, bien, ils la jouent en faisant effectivement des accords contre aide militaire, contre financement d'infrastructures, contre beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, ça n'est plus si facile d'avoir accès, je dirais, de façon libre aux matières premières parce que les pays exigent en contrepartie au minimum des investissements sur leur territoire et quelquefois un peu plus comme de l'aide militaire.
Donc il faut mettre en place cette diplomatie minérale plus que chercher absolument à ouvrir des usines en Europe, près de chez nous. Il n'y a pas d'acceptation sociale pour ça. Alors, les usines, il y a de l'acceptation, je pense, un peu plus. Les mines, quand je dis les voilà, mines, pardon. Ce qui est plus difficile, c'est la mine traditionnelle. C'est not in my garden, c'est le syndrome pas dans mon jardin. C'est un peu ça, c'est un peu comme pour les éoliennes. Et on voit les difficultés. Regardez le grand projet de Rio Tinto, le grand projet de lithium en Serbie, le fameux projet Jadar. Racontez-moi. Ils ont un énorme gisement en Serbie. Ça a été déclaré stratégique par l'Union européenne, par le gouvernement serbe lui-même. Et ils ont une opposition féroce des populations. À juste titre. Qui font qu'ils n'ont pas... À juste titre ou pas? Les gens n'aiment pas avoir ça à côté d'eux. Et encore une fois, Rio est un acteur responsable. La mine responsable, c'est possible. Et moi, j'essaye de faire de l'éducation. C'est pas un oxymore, une mine responsable? Non, c'est pas un oxymore. Et en fait, on a besoin... C'est vrai qu'on est resté, alors surtout en France, très attaché à nos images Zola, qu'on étudie encore à l'école. Donc, la mine responsable, c'est possible. Ça coûte un peu plus cher, ça prend un peu plus de temps, il faut l'acceptation des communautés, il faut faire les choses différemment pour protéger des parties de gisement parce qu'il y a des ressources en termes de biodiversité, en termes d'animaux qui sont sensibles, etc. Donc il faut faire les choses différemment. Encore une fois, c'est un peu plus cher, ça prend un peu plus de temps, mais c'est possible. Et simplement, quand vous êtes dans un territoire très peuplé, personne ne veut voir des mouvements de camions, etc. à côté de chez soi. Et on le voit aujourd'hui, c'est pas vrai que pour la mine, on le voit sur des tas de sujets. Et la mine traditionnelle a une empreinte au sol qui est assez forte. Ça n'est pas le cas, vous parliez de lithium en Alsace aujourd'hui. Quand on extrait comme ça, on pompe, donc l'emprise au sol, comme je le disais, est quasiment nulle. Mais avoir une vraie gisement, et notamment une mine à ciel ouvert, et puis la géologie n'est pas non plus en faveur de l'Europe, c'est ce que vous me disiez en plus. La géologie n'est pas en faveur de l'Europe, et ça c'est... Mais ça n'empêche pas d'avoir, comme je disais, une diplomatie ou des investissements en dehors d'Europe. Les Chinois n'ont pas une géologie très favorable sur leur territoire. Ils importent la plupart de leurs matières premières. Ils importent leur fer d'Australie ou du Brésil. Ils importent leur manganèse du Gabon ou d'Australie. Ils importent. Et en fait, ils ont essayé de sécuriser par tous les moyens possibles leur approvisionnement. Et l'Europe doit faire de même. Christelle Bory, un mot de cette nouvelle gouvernance chez Eramet depuis la dernière Assemblée générale qui donc a dissocié les fonctions de président et de directeur général, nouveau DG qui a été nommé, et donc vous devenez présidente du conseil d'administration. Vous étiez PDG depuis 8 ans. Cette page, vous vouliez qu'elle se tourne, vous aviez envie de prendre du champ? Absolument, c'est un choix personnel. Vous auriez pu continuer. Hein. J'aurais pu continuer, tout à fait. Et d'ailleurs, mes actionnaires étaient en plein soutien pour le faire. Mais encore une fois, c'était un choix personnel. J'ai eu 61 ans. Je le disais, j'ai un mari qui est un peu plus âgé que moi. On avait décidé de pouvoir passer un peu plus de temps ensemble. Et donc, je faisais 2 mandats et qu'après, je prenais un peu plus de champ. Donc, le conseil d'administration m'a demandé de rester à la présidence du groupe, ce que je fais bien volontiers. Je suis très attachée à Eramet et j'ai la transformation que nous avons faite ensemble avec les équipes est une belle success story. Là sont les défis. Je voulais effectivement prendre un petit peu plus de temps personnel. Là sont les défis, on les a évoqués pour ce nouveau DG, Paolo Castellari, développer la production de nickel, en Indonésie, alors il y a lithium en Argentine et au Chili peut-être aussi. Il y a 2 défis majeurs aujourd'hui devant nous. Il y a, donc je disais, on a ouvert 2 gisements majeurs sur cette période. Indonésie, on a doublé l'Indonésie, l'Argentine. On a doublé la taille du Gabon. On a augmenté la taille dont on n'a pas parlé de sable minéralisé, mais on extrait du titane et du zircon
charbon au Sénégal, on a augmenté aussi la taille de ce gisement. Donc on a ouvert, on a fait beaucoup de croissance et de repositionnement. Maintenant, il y a une phase je dirais, d'extraire le plein potentiel en termes de productivité, de performance de ces nouveaux gisements. Donc il y a je dirais, un axe performance opérationnelle qui est le premier. Et puis évidemment, il y a un axe de continuer sur la croissance. Les métaux critiques, le monde en a besoin, l'Europe en a besoin, Eramet a beaucoup de potentiel dans ce domaine. Et puis surtout, c'est une industrie au temps long. C'est-à-dire qu'il faut au minimum 10 ans entre le moment où vous faites l'acquisition d'un gisement et le moment où vous ouvrez votre mine. C'est à peu près le temps qu'on a mis pour l'Argentine. Donc, les gisements que l'on acquiert aujourd'hui, c'est de la production pour dans 10 ans. Donc, l'avenir se prépare maintenant. Et donc, il faut continuer à alimenter le portefeuille d'Eramet en nouvelles opportunités de croissance, notamment dans ces métaux de la transition énergétique. Puisque vous parlez de portefeuille, on termine là-dessus. On est sur Boursorama. J'ai regardé, le cours de bourse perd 50% sur un an. Comment vous expliquez ce décrochage et comment inverser la tendance avec tout le potentiel dont on a parlé? Alors, je le disais au début, on est au plus bas en termes de cours des métaux. Ouais. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc malheureusement, on a un cours de bourse qui est extrêmement volatile, qui est lié à nos résultats. Eramet, en 2022, a fait 1,9 milliard d'EBITDA. En 2024, on faisait 815 millions, en s'étant amélioré entre les deux. Donc on voit que l'impact du cours des matières est majeur pour nous. En même temps, si on est en bas de cycle sur ces métaux, alors, je dirais la seule satisfaction, c'est qu'avant Eramet, en bas de cycle, c'était plutôt 20 €. Maintenant, en bas de cycle, on est plutôt autour de 50 €. Bon, donc, c'est une satisfaction. Le bas de cycle, c'est une opportunité, non, le bas de cycle? Absolument, c'est une opportunité et nous sommes effectivement persuadés qu'aujourd'hui, quand on regarde, dans la plupart de nos métiers, on a à peu près un tiers, quelquefois un peu plus, de l'industrie qui est en perte. Donc, ça n'est pas notre cas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mines ou de fabricants de matières premières qui souffrent aux cours actuels. Donc, ça ne peut pas rester comme ça très longtemps, ou alors il y aura des fermetures majeures et certainement pas de nouveaux projets qui sont nécessaires à la croissance future. Donc, les cours vont remonter. La seule question, c'est effectivement quand. Et avec tout ce qu'on a décrit encore ce matin chez vous, c'est vrai que ça n'est pas très porteur pour l'économie mondiale. Donc, il va falloir peut-être attendre encore un petit peu. Mais je suis persuadée que le cours de bourse va rebondir. Allez, merci beaucoup pour cet entretien avec vous, Christelle Bory, présidente du conseil d'administration d'Eramet. Merci. Merci.